Bonjour, bienvenue à l'Atelier Librairie, le livre voyageur animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 3 octobre 2020. Alors, suite à la petite vidéo d'hier où je vous ai promis comment je vous révélerais comment j'ai eu à ma possession et pendant combien de temps je l'ai eu et qu'est-ce que j'en ai fait, la fameuse Gestetner ayant servi à imprimer le fameux manifeste du FLQ, qui est devenu un objet de collection ici. Hein? C'est la valeur, grosso modo, de l'objet en question, le manifeste lui-même, qui a été imprimé sur une imprimante portative qu'on appelle Gestetner. Écoutez, je n'ai pas le modèle, je ne l'ai plus, cette Gestetner-là. Je vais vous raconter comment je l'ai eu à ma possession. Et je vais peut-être construire un récit autour des... Je vais émettre des hypothèses, comment cette Gestetner-là... et là, je vais devoir... en fait, je vais devoir parler de manière très allusive, sans nommer directement les personnes en cause, mais avec un minimum de recherche. Hein? Faites vos recherches. Vous allez pouvoir savoir c'est qui. Bon. Mais il me faut d'abord préciser. Hier, dans la vidéo d'hier, j'évoquais mon enfance sur la rue Ontario. Mais par souci d'honnêteté intellectuelle, à mon égard d'abord, et au vôtre, il me faut vous confier qu'à l'âge de 10 ans, en 1971, nous avons quitté le Centre-Sud. Et nous avons déménagé à Outremont en 1971. En 1971, à Outremont, c'était possible encore de se loger à un coût très, très, très raisonnable. L'année dernière, il y a 1 an et demi, la journaliste Chantal Guy a consacré un article où, bon, je tiens un peu le rôle vedette, on va dire. Le titre de l'article, c'est « Le libraire qui dit toujours oui ». Parce que ce oui-là, c'est un oui philosophique. J'ai expliqué ici ou ailleurs que je suis un optimiste tragique. Alors, je pense que la condition humaine elle est extrêmement difficile, mais il faut la prendre à bras-le-corps. Il faut dire oui à tout ce qui se présente, tout ce qui est inévitable, en fait. Et qu'est-ce qui est inévitable dans une vie? C'est la souffrance, la peine, les difficultés, les deuils, la maladie, la vieillesse et pour finir la mort. Et pas nécessairement dans cet ordre-là. Bon. Alors, mais, en même temps, la vie offre des merveilles. Il y a de la poésie, il y a de l'amour, il y a de la sexualité, il y a de la lumière, il y a de la joie. Et à ça aussi, il faut dire oui. Il faut dire oui aux aubes, il faut dire oui à la promesse de bonheur, il faut dire oui à l'amour, il faut dire oui à tout. Et tout prendre en bloc et tout assumer. L'entièreté de la condition humaine. Et ma mère, donc, pour en revenir à cet article-là, le libraire qui dit toujours oui, ma mère a été blessée par cette phrase que j'ai grandi dans un milieu pauvre. Et ça l'a blessée parce que elle a entendu J'ai effectivement dit que j'ai grandi dans un milieu pauvre, mais Chantal Guy a grandi dans le même milieu que moi. Alors, elle aussi, elle a grandi dans un milieu difficile, mais elle aussi, elle a été, ce qui est mon cas, ma mère a voulu qu'on échappe à notre condition. Et elle a entendu ça, cette remarque, qu'ayant grandi dans un milieu pauvre, comme un reproche qui lui était adressé. Ce qui est absolument pas le cas. Parce que loin de moi cette idée-là de croire que ma mère a voulu qu'on reste. Ma mère a toujours voulu qu'on fasse des études. Ma mère nous a toujours encouragés à lire. Elle nous a toujours encouragés à sortir de notre condition. À changer de classe, autrement dit. Alors, on a changé de classe. On a changé de classe par un déménagement. Un déménagement et aussi, ma mère souhaitait qu'on échappe à cette espèce de misère effroyable qui régnait dans le centre-sud à l'époque.
Difficile à imaginer aujourd'hui, mais là, je ne vais pas commencer. Simplement vous dire que, par honnêteté intellectuelle, sans jamais appartenir à l'ordre bourgeois, j'y ai passé quand même quelques années. J'oserais dire, j'y ai appris comme une langue étrangère, au fond. Voilà. Le, le classisme, hein, le préjugé de classe, c'est difficile à imaginer quand on est dans une classe et qu'on n'en sort pas, ou qu'on migre d'une classe à l'autre. C'est difficile d'imaginer les préjugés que les classes peuvent entretenir les unes à l'égard des autres. Très difficile à imaginer. Nous, quand j'étais enfant, nous étions très nombreux dans le centre-sud. Il y avait beaucoup d'enfants. Alors, les enfants se tenaient en bande. Les activités de rue étaient nombreuses, c'est-à-dire on faisait les poubelles, on se faisait des jeux, et il y avait des frontières entre chaque quartier. Et chaque quartier, par exemple, à l'est de Frontenac, c'était Hochelaga-Maisonneuve, et c'était clair que les gens d'Hochelaga-Maisonneuve, c'était de dangereux crackpots. Mais je sais aussi que les gens d'Hochelaga-Maisonneuve considéraient les gens du Faubourg-Ablas comme des vikings sans cervelle, des êtres assoiffés de sang. Alors et pourtant, c'était des milieux assez semblables. Quoique la désindustrialisation avait frappé avec moins de puissance Hochelaga-Maisonneuve, tandis que Centre-Sud, il y avait beaucoup de compagnies, il y avait beaucoup d'usines qui avaient quitté l'espace, des usines de biscuits, des usines de vêtements, qui avaient quitté, alors de fourrure. Alors, tandis que la désindustrialisation d'Hochelaga avait été moins brutale. Alors, il y avait plus de... Mais là, maintenant, ça a été bien désindustrialisé et les prolétaires d'Hochelaga ont sombré dans le lumpenprolétariat, dans le sous-prolétariat, avec tout ce que ça comporte, alcoolisme, drogue, prostitution, criminalité. Bon, ça, le portrait. Alors, il arrivait que lorsque j'étais gamin, que nous allions en bande se promener dans les beaux quartiers, Outremont, par exemple. Je me souviens qu'on y allait de temps en temps sur la rue Laurier. Et on était 4-5 enfants, et on savait que de l'autre côté de la montagne, il y avait des gens qui ne vivaient pas comme nous. Nous savions avec certitude qu'il y avait des gens qui ne vivaient pas ce que nous endurions. Nous le savions. Alors, quand on a migré, hein, parce que c'est deux pays, hein, c'est même des pays qui ne se côtoient pas. Il y aurait long à dire sur le classisme, hein, c'est-à-dire le préjugé de classe. Il y aurait très long à dire, et je pense que le débat sur le racisme systémique, son avantage principal, c'est de camoufler le débat de fond. On accepte aujourd'hui les mariages mixtes entre une femme noire et un homme blanc, ou l'inverse, ou un homme québécois avec une femme asiatique, ou une femme québécoise avec quelqu'un appartenant à la communauté arabe. On accepte ça, ou on l'accepte. Mais généralement, c'est des gens qui... Pas généralement, ce sont toujours des gens appartenant à la même classe sociale. Alors, et je peine à imaginer, en fait, je suis incapable d'imaginer ça, et pourtant j'ai beaucoup d'imagination, un mariage entre un sous-prolétaire d'Hochelaga et une fille qui est allée à Villa Maria, par exemple, à Outremont. J'ai beau avoir l'imagination la plus débordante qui soit, je n'y parviens pas. Et ce classisme-là, au fond, la lutte des classes, autrement dit, le rapport de force contre les classes sociales, on n'en discute pas. Et c'est probablement, parce que j'ai appris beaucoup de choses à Outremont, hein. J'ai pas juste appris une langue étrangère, mais j'ai appris la mentalité autre. Hein. L'étude de la mentalité, c'est quelque chose de très important. Et je suis reconnaissant aussi à ma mère de nous avoir permis de voir, d'entendre autre chose. Est-ce que personnellement, j'ai souffert d'avoir appartenu à une classe défavorisée et de me retrouver parmi des jeunes de mon âge,
qu'eux avaient aucune espèce d'idée. C'est ça qui m'a frappé lorsque je suis arrivé à Outremont. C'est que nous n'existions pas. Nous savions qu'il y avait dans la ville de Montréal des gens qui étaient mieux nantis que nous, mais les nantis ne peuvent même pas imaginer ce qu'est la condition d'un prolétaire ou d'un sous-prolétaire, ou d'un petit travailleur, ou de quelqu'un de conditions très, très modestes. Ils ne peuvent juste pas l'imaginer. C'est ça que je me suis aperçu qu'au fond, j'appartenais à un peuple invisible. Est-ce que j'en ai souffert? J'aime croire que non. C'est possible que oui. Mais assurément, j'avais cet amour des livres que j'avais enfant, qui a toujours été encouragé par ma mère. Faut le dire ici aussi. En fait, de telle sorte que cet amour-là des livres, qui a toujours été extrêmement puissant, qu'il est encore, qu'il est intact, hein, j'aime autant les livres que je les aimais lorsque j'étais enfant, m'a comme enduit d'une sorte de protection, d'illusion, qui fait que j'ai les morsures de l'envie ou les morsures de la honte. J'ai éprouvé de la honte dans ma condition de Québécois, cependant. Mais j'ai pas éprouvé de honte quant à ma condition d'origine sociale. Je n'ai jamais éprouvé de honte. Et peut-être qu'on me l'a fait sentir, peut-être de temps en temps, peut-être j'ai dû peut-être en ressentir les effets, mais ça n'a jamais mordu sur ma psyché. J'ai toujours pensé que Dostoïevski, Nietzsche, Chartres, Simone de Beauvoir, Blaise Cendrars, Henri Miller me protégeaient. J'ai toujours pensé que Rimbaud me protégeait. C'est fou, hein? J'ai toujours pensé que la poésie, au fond, me protégeait de tout. Et que, ultimement, oui, le clash entre les classes sociales, j'ai dû le ressentir, c'est évident, mais une sorte de capacité à sublimer ma condition m'a empêché d'en ressentir les brûlures. Alors, je présume. Bon. Et aussi, avant de vous dévoiler le punch, ce que j'ai appris aussi à Outremont. Et ça, c'est une autre leçon importante. Je n'ai pas juste appris le langage, je n'ai pas juste appris la patine, mais ça, déjà, on avait une bonne éducation tout de même. La dignité des pauvres, hein, les vêtements repassés, les souliers en bon état, ça existe aussi. Hein. La dignité des humbles gens. Là. Ça aussi, j'avais reçu ça. Et donc on portait beau quand même. Voilà. On portait beau malgré les difficultés. Et mais j'ai jamais oublié d'où je venais. Ah, voilà. C'est peut-être ça aussi. J'ai jamais oublié d'où je venais. Et je ne tiens pas à l'oublier, de toute façon. Alors donc, je me suis retrouvé à Outremont, mais j'ai appris quelque chose d'autre aussi. Parce que ce que j'ai vu à Outremont, c'est important de le dire. J'ai entendu des penseurs, des intellectuels, des professeurs qui avaient le souci du bien commun. Bon, les enfants, c'est une chose. Mais des adultes, j'ai vu des adultes avoir à cœur la condition de l'être québécois. Et qui pour eux, d'ailleurs, je suis passé d'un milieu où, on va dire, le gangstéro-felkisme, comme je le disais dans ma vidéo d'hier, je suis passé du gangstéro-felkisme enfantin à l'indépendantisme structuré, réfléchi, appuyé sur une réflexion. J'avais un bon ami, un très très bon ami, dont la maison était contiguë à celle de Lionel Groulx. Il y avait une plaque disant que Lionel Groulx, je pense que le centre des archives est toujours là d'ailleurs. Et Lionel Groulx imbibait, je dirais, l'esprit de Lionel Groulx imbibait certains penseurs d'Outremont, certains intellectuels d'Outremont. Et là aussi, là, je suis passé, bon, je vous dis, du gangstéro-felkisme à une réflexion. Alors, j'ai vu des gens, oui, appartenant à la classe privilégiée, ayant quand même le souci du bien commun et du bien national. Et ça, c'est une leçon, en tout cas pour moi, c'est une leçon. J'ai vu des fédéralistes aussi qui avaient une réflexion appuyée, qui s'appuyait sur l'histoire. Bon, je ne partageais pas déjà leurs convictions,
mais ce n'était pas un fédéralisme gnangnan, même si ce que les fédéralistes exigent en général, ils exigent une sorte d'adhésion amoureuse. Alors, je pense que je vous ai placé le cadre. Donc, j'avais de jeunes amis, dont un que je nommerai pas, une amitié que je ne regrette pas, il faut quand même le dire, parce que c'est une amitié qui a duré, une dizaine d'années et qui était extrêmement conflictuelle. Et elle est restée conflictuelle. Maintenant, nous ne sommes plus des amis du tout, du tout, du tout. Et en fait, il ne reste rien à part quelques petits souvenirs ici et là de cette amitié. Une amitié faite de rivalité. Et pour ma part, peut-être venant du milieu que vous savez, c'est pas ma conception de l'amitié. L'amitié, il n'y a pas de rivalité. Il peut y avoir de l'émulation, mais elle est faite d'admiration mutuelle. Alors, quand tu sens que l'autre peut être jaloux de toi ou que toi-même, tu peux éprouver de l'envie, parce que, évidemment, c'est un sentiment tout à fait humain, me semble que cela corrompt l'amitié. Alors, c'était une amitié faite de rivalité, faite de... Par contre, c'était, et ça, il faut que je lui rende hommage ici, c'était un intraitable indépendantiste déjà. Et quelqu'un avec qui on pouvait discuter de politique. Ce qui était quand même, quoi qu'on en pense, assez rare à Outremont. Parce que la plupart des adolescents avaient leurs préoccupations normales d'adolescents. Je vous épargne ce que c'est. Hein? Rappelez-vous de votre propre adolescence. Rappelez-vous l'état d'esprit hormonal dans lequel vous étiez. Et vous avez une bonne idée de ce qui préoccupait tout le monde à l'époque. Mais il y avait quelques adolescents ici et là qui s'intéressaient à Rimbaud, qui s'intéressaient à Camus, et dont les parents avaient des bibliothèques. Ce qui ne veut pas dire aujourd'hui, parce que ça c'est une autre histoire, que ce sont des lecteurs. Parce que je l'ai vu souvent dans ma pratique de libraire, le démon de la lecture frappe partout, dans n'importe quelle classe sociale. L'amour des livres, il y en a qui vont aimer les livres parce qu'il n'y en avait pas chez eux, puis il y en a qui ne vont pas les ouvrir parce qu'il y en avait trop. Hein, ils ont vu leurs parents fermés dans leur bibliothèque, et il aurait mieux valu que les parents quittent la bibliothèque pour aller jouer avec les enfants. Peut-être que les enfants auraient eu envie d'aller farfouiller dans la bibliothèque. Toutes sortes de phénomènes ici et là. Alors donc, nous échangions ensemble. Ah, deux souvenirs que je voudrais évoquer avec lui. Que je voudrais évoquer avec vous en pensant à lui. Il y en a un, entre autres. Sa mère avait une librairie à Outremont. Et une librairie indépendantiste et une librairie de gauche. Alors, lui travaillait de temps à autre, mais assez souvent dans la librairie de sa mère. Alors, très tôt, il a appris le métier de libraire, ce qui a fait de lui un bon libraire. Mais je ne crois pas que c'était un bon commerçant. Le rapport avec autrui, je pense que ça l'intéressait moins que les livres. Alors ça, c'est un peu compliqué quand on est un commerçant. Commerçant, c'est l'autre qui compte avant les produits qu'on propose. Et là-dessus, bon, mais je pense que c'était pas sa voie. Voilà. Mais ça n'empêchait pas que c'était un bon libraire. Et il est encore libraire. Bon. C'est un confrère, autrement dit. Bon. Donc, et sa mère avait reçu je pense que c'est printemps 1977, avait reçu François Maspero, le célèbre éditeur français, et le tout Montréal intellectuel indépendantiste de gauche, cette famille encore auquel j'appartiens, malgré toutes les dérives de la gauche, je reste un indépendantiste de gauche, malgré les indépendantistes et malgré la gauche. S'était réunis. C'était assez... Pour moi, j'étais un ado, j'avais 15 ans. C'était assez étonnant de voir. Et puis, il faut bien le dire, je comprenais assez mal tous les distinguos qu'on pouvait faire. Et puis encore aujourd'hui, j'aime croire que je les comprends mieux. Mais entre les intellectuels organiques, ceux qui ne l'étaient pas, Gramsci. Alors on imagine l'atmosphère d'une toute petite librairie, enfumée parce qu'on pouvait fumer dans ce temps-là, et François Maspero reçu comme un prince, comme il va de soi. Cet ami-là et moi, et peut-être nos petites copines, on s'était réfugiés dans la cave de cette librairie-là et on avait bu du vin et on avait vécu ce que vivent les adolescents. C'est-à-dire, on ne se préoccupait pas vraiment de ces intellos-là. Mais dans les jours qui ont suivi,
on s'est retrouvés avec François Maspero et qui nous interrogeait, cet ami-là et moi, sur les conséquences de l'élection du Parti québécois qui était survenue 6 mois plus tôt. Alors, on avait expliqué, le référendum, la stratégie, et il nous demandait, bref, notre analyse, et c'était une belle leçon intellectuelle, parce que je ne sais pas quel âge avait François Maspero à ce moment-là, mais ils interrogeaient des gamins enivrés de toutes sortes de substances, et dont le corps lui-même était dans une espèce d'expansion, inimaginable. Alors, j'avais trouvé ça étonnant qu'un si grand personnage puisse s'intéresser à nos doctes opinions. Alors, ça vous campe, et ce garçon-là, cet adolescent-là, était également aussi le neveu d'un personnage politique, d'une personnage politique très, très importante en son temps. Fondatrice, en tout cas cofondatrice d'un parti politique qui s'est dissous par la suite pour se joindre au Parti québécois, et le RIN. Alors, elle était, pour ne pas la nommer. Alors, faites vos recherches, vous allez savoir assez rapidement c'est qui. Alors, c'est par cette entremise-là de la tante de cet ami devenu libraire que je me suis retrouvé avec la fameuse Gestetner. Alors là, je vais vous offrir ce qui m'apparaît comme vraisemblablement comme le récit reconstitué de ce qui s'est passé. Bon, il y a eu le manifeste qui a été imprimé là-dessus. Le manifeste a été diffusé. J'imagine que la Gestetner a fonctionné beaucoup, parce qu'il y en a eu quand même beaucoup qui ont circulé. Bon. Mais la Gestetner, c'était quand même une imprimante, reste quand même une pièce à conviction, une preuve tangible du lien qu'ils peuvent avoir avec les felkistes et le ou les rédacteurs du fameux manifeste. C'est sûr qu'ils étaient enchevés les uns les autres. Ce que je crois comprendre, cependant, c'est que les rédacteurs du manifeste ne sont peut-être pas nécessairement les mêmes qui ont enlevé Cross et Laporte. Je ne suis pas sûr que ce soit les mêmes personnes. Mais ce que je sais avec certitude, cependant, c'est que lors de la fameuse crise d'octobre, l'objet incriminant, l'imprimante, s'est retrouvé dans un sous-sol d'une somptueuse résidence à Outremont. Venant valider ici ce que je venais de vous dire, qu'il y avait quand même des bourgeois qui avaient à cœur la cause nationale. Ils ont toujours eu mon estime et ils la conservent aujourd'hui encore. J'en veux d'ailleurs beaucoup à Pierre-Carl Péladeau. Je le considère, je le tiens responsable de la crise dans laquelle nous sommes. Et une étourderie, on ne devient pas chef d'un parti politique aussi important que celui du Parti québécois. Et un an plus tard, on réalise qu'on a une famille. Je ne vais pas dire tout le mal que je pense de ça, mais pour moi, là, ça a été je dirais le fond du tonneau de toutes les analyses politiques. Je n'arrive même pas à le comprendre encore aujourd'hui. Pourquoi il s'est engagé dans cette galère-là aussi légèrement. Je vois là un tel mépris. En tout cas, je me retiens, j'en dis pas davantage. Mais je le tiens personnellement responsable de la déconfiture du Parti québécois. Bon. Et on s'est pas fait battre à la loyale, on s'est fait battre parce que le capitaine du bateau s'est enfui. Voilà. Il a laissé l'équipage sombrer, et puis là, qu'est-ce qui va arriver? Je le sais pas. Mais encore là, c'est une autre histoire. Alors donc, cette fameuse Gestetner-là a été cachée dans cette résidence-là d'Outremont. Et elle n'a jamais, cette personne-là, jamais été inquiétée et n'a pas, faudrait vérifier, je ne crois pas qu'elle a fait partie des 500 personnes qui ont été arrêtées, ou si elle a été arrêtée, en tout cas, les policiers n'ont pas fait bien leur travail parce que l'objet en question était dans le sous-sol. Alors, si on se
porte à 70. Là, j'ai évoqué la visite de François Maspero au Québec en 77. 10, 11 ans, 12 ans plus tard, les événements d'octobre qui avaient ponctué l'imaginaire médiatique des Québécois de 63 à 72, 73. Donc pendant 10 ans, on parlait du FLQ quasi quotidiennement là, dans les médias, à la radio, et on disait des choses, c'était inimaginable, c'était des terroristes, des assassins. Oui, il y a eu un meurtre qui a été commis. Alors, à partir du moment qu'on tue quelqu'un, on est un assassin. Ça, c'est regrettable, mais c'est comme ça. Bon, les circonstances ont été quand même assez rapidement établies. C'est vraisemblablement un accident. Et ça, dès le début, ça a été dit. Après, quand les événements sont trop près, quand la lumière est trop crue, on peut avoir tendance à... Il faut que les événements commencent à s'enténébrer. On peut avoir tendance soit à les idéaliser, soit à grossir certains traits ou à en amoindrir d'autres. Et on a du mal à avoir la juste perspective historique. Mais en 81, 82, bon, les Felkistes revenaient, certains d'exil de leur exil à Cuba. Certains commençaient à être libérés du pénitencier dans lequel ils avaient été incarcérés, lesquels ils avaient développé des liens politiques. J'expliquais hier, c'est là que les premières associations de défense des détenus, suite à leur présence en prison, ont été créées. Les associations, l'Office des détenus, par exemple, est né à la suite de l'arrivée des gangstéros felkistes, mais des felkistes, assurément. Bon. Alors, ça avait... Une Gestetner dans un sous-sol, ça n'avait pas d'importance en 81-82. Et cet ami-là qui savait que moi, j'ai toujours rêvé d'avoir une revue, j'ai toujours rêvé d'avoir un rôle intellectuel au sein de la cité, tout en restant un homme libre. Je me voulais être prof, j'aurais pas pu l'être de toute façon. J'étais pas assez discipliné, j'étais pas un assez bon élève, et puis j'ai toujours fait à ma tête au fond. Alors c'est difficile de dire aux autres quoi faire quand on n'a pas envie de se faire dire quoi faire soi-même. Jamais envie de commander et jamais eu envie de commander. Alors déjà en partant, ça aurait fait de moi un mauvais chef, un mauvais prof, un mauvais peu obéissant et appréciant, peu commandé aussi. Alors déjà. Bah, par contre, libraire, hein, visiblement, c'est ce qui convenait le mieux à ma condition existentielle. Mais je voulais quand même avoir un rôle. Et puis, je ne sais pas si je serais devenu un libraire. Le libraire, certains disent vous êtes un vrai libraire. Moi, quand j'entends qu'on me dit que je suis un vrai libraire, ça veut dire que je ne vends pas vraiment de livres. Bon, je ne le prends pas personnel, mais presque. Puis je peux comprendre qu'un vrai libraire, ça détient une sorte de savoir, on va dire, mais je ne suis pas sûr de ça non plus. Parce que la somme de tout ce que je ne sais pas dépasse très largement le misérable pactole de mon savoir. Hein? Bon. Alors donc, cet ami-là, il savait que je m'intéressais à d'éventuelles publications et elle était encore utilisable, cette Gestetner. Je pense qu'on a imprimé quelques feuilles avec, peut-être quelques poèmes ont été imprimés. J'ai un vague souvenir. Je sais que je l'ai eu en ma possession. Peut-être il me l'a offert en m'expliquant d'où elle venait, je savais d'abord d'où elle venait, mais qu'elle avait servi. Et je ne crois pas qu'en 80, 81, cet ami-là aurait pu créer une fabulation. Parce que, comme je vous dis, ça n'intéressait plus personne déjà en 81, 82. L'histoire du FLQ, on n'était pas dans le truc dans lequel nous sommes, là. C'était des événements trop près de nous pour avoir une certaine importance au niveau artefact, au niveau fétichiste, parce qu'aujourd'hui, les objets felkistes, soit manifestes, la cognée, les premières publications, ce sont des objets fort recherchés. Alors, j'aurais pu personnellement me constituer un beau petit musée felkiste. Bon, je ne l'ai pas fait et je ne le ferai pas non plus parce que pour moi,
ce qui m'anime comme collectionneur, c'est antérieur au FAQ, c'est-à-dire tout ce qu'il y a autour du refus global. Mais avant le refus global, il y avait des écrivains, il y avait des poètes aussi. Alors, c'est ce que peut-être certains historiens oublient de dire, c'est qu'il y avait une riche vie intellectuelle au Québec avant ce qu'on a appelé la Grande Noirceur. Et la Grande Noirceur, c'est une manière aussi de ne pas être en phase avec ses racines, parce que je reste ému, touché, étonné, et je vibre aussi quand je vois des publications comme le Nicog, qui était publié au début du siècle, ou le recueil de poésie du père de Robert Lahaise. Je reste, ça me touche de voir l'Asquin d'Albert Laberge, 1914. Il y avait une vraie recherche, il y avait un vrai combat pour continuer d'exister en cette terre d'Amérique. Alors, le refus global n'est pas une génération, n'est pas le fait d'une génération spontanée, mais pour moi, ça cristallise tout ce désir-là de liberté. Alors, pour moi, c'est ça qui me fait vibrer. Et le refus global lui-même a pris sa puissance incantatoire, sa puissance poétique, pas lors de sa parution, 20 ans plus tard. En 68, le refus global s'est mis à vibrer, s'est mis à émettre des jets de lumière, s'est mis à... Et c'est là que le récit, a posteriori, de la Grande Noirceur a commencé à se créer. Personnellement, c'est un récit auquel j'adhère avec réserve. Bon. Alors, je me suis retrouvé avec la fameuse Gestetner, que j'ai trimballée d'appartement en appartement, parce que ma vie de bâton de chaise, de petit travailleur, parfois assisté social, faisait que il m'arrivait de déménager à la cloche de bois, comme disent les Français, de déménager la nuit. Et mon bagage était mince à ce moment-là, et je pouvais déménager aisément. Je possédais quelques centaines de livres. Aujourd'hui, j'en possède des milliers, sans compter la librairie. Mais à ce temps-là, j'en possédais quelques-uns, et je trimballais cette Gestetner. Et puis comment ça a fini l'histoire? Eh bien, ça a fini sur le trottoir, dans le centre-sud, sur la rue La Fontaine, où je vivais. Et ça devait être aux alentours de, je dirais, 85 peut-être. Donc, j'avais 24 ans, et j'avais organisé une vente de garage, dans laquelle j'avais mis la Gestetner, que j'ai vendue 20 $. Et en fait, personne n'en voulait. Figurez-vous, c'était déjà un objet vieillot. C'est comme, faire un parallèle, qui aurait acheté un VIC-20 en 95? Personne n'aurait voulu d'un VIC-20 ou un Commodore 64 en 95. Personne n'aurait voulu ça. Alors, c'était comme l'équivalent de ça. Alors, évidemment, il y avait toute l'histoire historique, historique importante, qui était attachée à l'objet. Alors, je me souviens, donc, je l'ai vendu, et mon argument de vente, c'était que ça avait servi à imprimer le fameux manifeste Felkist. Et l'homme, qui devait avoir la mi-trentaine, avait trouvé que 20 $ pour une patente, c'était cher payé, et que mon histoire, ça n'avait pas d'intérêt, au fond. Je lui avais dit, écoutez, vous vous rendez compte, ça a servi à faire ça. En fait, peut-être qu'il ne m'a pas cru du tout, je ne sais pas, mais c'est pas ça qui a emporté la vente. Me semble-t-il, c'était mon dernier argument pour la vente. Évidemment, aujourd'hui, je ne sais pas si cet homme-là, il n'a pas dû la garder. Bon, je ne suis pas sûr qu'il a cru mon histoire. C'est une histoire vraie, d'ailleurs. J'ai donné trop de détails précis pour qu'elle soit fausse, puis mon imagination ne m'a pas joué de tour. En vous expliquant à l'époque comment on percevait l'objet, c'est-à-dire ça n'avait pas beaucoup d'importance. Aujourd'hui, évidemment, quand je raconte à mes amis ou à mes collègues libraires, ou comme je vous le raconte à vous, là, que j'ai eu en ma possession cette fameuse imprimante, cette fameuse machine à imprimer, tout le monde me dit, c'est une pièce de musée, c'est incroyable. Bon, c'est vrai, c'est incroyable. Et puis, honnêtement, je regrette de ne pas
de ne pas l'avoir amené avec moi, de ne pas l'avoir apporté avec moi dans mes nombreux et successifs déménagements. À ce temps-là, j'étais plutôt un nomade. J'allais de chambre en chambre, d'appartement en appartement. Je n'étais pas le sédentaire établi. Je ne peux plus bouger maintenant. Je suis beaucoup trop lourd pour bouger. Beaucoup trop enraciné pour qu'on puisse m'arracher. Alors, voilà, c'est ça l'histoire. Elle a fini dans une vente de garage improvisée sur la rue La Fontaine autour de 85, de l'année 1985. Alors, il y aurait long à dire sur le classisme, hein, le préjugé de classe. Je crois que, comme je l'ai dit en début de vidéo, que c'est le point aveugle de toutes nos sociétés. Je pense que le racisme systémique qui est en train de... Moi, j'aurais jamais cru qu'on reviendrait à ces rapports de race-là. Et quand on évoque la bourgeoisie, par exemple, afro-américaine, qui, elle, sans doute, vu son passé historique, se sent justifiée. Alors, c'est ce que nous disent aussi les néo-québécois, terme qu'on n'utilise plus non plus. Vous étiez pauvre, vous ne l'êtes plus. Alors, maintenant, faites-nous de la place. Et pour eux, c'est très difficile d'imaginer, vu ce que nous sommes devenus, d'où nous venons. Et comme nous en sommes sortis partiellement, selon moi, et avec beaucoup moins de sérénité et beaucoup moins de finesse, avec beaucoup moins... Nous nous en sommes pas si bien sortis, selon moi. Et nous refusons de voir nos blessures, nos traumatismes. Nous refusons d'assumer les conséquences de cette enfance malheureuse là, que nous avons eue. Ça, c'est mon point de vue. Et que nous sublimons, notre condition. Et ce que nous disent les nouveaux arrivants, ce que nous disent ceux qui s'intègrent à notre société, c'est qu'ils nous disent pas juste de leur faire de la place. Ils nous disent, vos traumatismes, vous les avez dépassés, alors passez à autre chose maintenant. Et là, c'est difficile d'entendre les souvenirs de Québécois qui ont connu soit dans leur milieu d'origine des difficultés. C'est difficile pour l'immigrant, pour le nouvel arrivé, qui parfois vient de pays extrêmement... où les conditions de vie sont extrêmement difficiles. C'est difficile pour lui d'imaginer d'où on vient, finalement. Et nous, comme certains d'entre nous ne l'avons pas oublié, alors on a peut-être un peu de condescendance à l'égard des gens qu'on recueille sur notre territoire, je veux dire dans notre pays, dans notre quasi-pays. Ouais, on a du mal à comprendre ça. Et là, d'être accusé de racisme systémique quand nous l'avons été nous-mêmes, c'est sûr, c'est dur à prendre. Et nous sommes encore victimes de racisme systémique, doublé d'un classisme systémique aussi. Mais le classisme systémique, peut-être dans 20 ans, 30 ans, on va en discuter. Là, pour l'instant, ce que je constate, c'est que les classes dirigeantes, les classes privilégiées se cramponnent à leurs privilèges et ils vont tout faire pour conserver l'ordre établi, quoi qu'il en coûte. Il ne faut jamais oublier que les sociétés se fondent dans la violence et se maintiennent dans la violence. Vous n'avez qu'à relire Hobbes, vous avez qu'à relire Hobbes pour vous en assurer. Est-ce que l'État va jouer son rôle? En ce moment, il le joue. Il le joue tant bien que mal de médiateur, de régulateur social. Il empêche la guerre de tous contre tous. Pour combien de temps, ça? On souhaite le plus longtemps possible, mais où ça se corse un peu partout. Voilà, je pense vous avoir dit pas mal de choses aujourd'hui. Je vais finir par, comme plusieurs de mes amis me le suggèrent, d'écrire, mais j'aimerais écrire un ouvrage d'auto-ethnicité. J'écris souvent que j'aimerais finir dans la collection
Terre humaine, paru chez Plomb, fondé par Jean Mallory. Alors, il faudrait que je m'auto-anthropologise en même temps que je m'auto-psychanalyse, en même temps que je m'auto... Et que à partir de mon propre récit de vie, j'offre une démarche anthropo-ethnologique. Alors, j'y pense parfois. J'y pense parfois. J'y pense, et puis j'oublie. Bon ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que pour ceux qui attendaient la suite promise, ben voilà. Ah, il faut que j'aille ouvrir ma boutique. 10 heures. Allez, bonne journée à tous.